Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de vous accueillir à ce septième, sixième, je ne sais plus, je me souviens plus, je me perds les vaches, septième débat connecté de la coalition solidaire qui regroupe un certain nombre d'associations qui ont créé ce tiers-lieu numérique, premier tiers-lieu numérique un peu sous cette forme-là, qui regroupe plusieurs associations, Astrée, l'outil en main, Insight bien sûr, Ciel Bleu, Unicité, Famille Solidaire, France Bénévolat, Réseau Ecohabitat, Voisins Solidaires, Vendredi, le Chênelet et tous repreneurs. Donc beaucoup de structures qui ont décidé de mettre en commun leur énergie et collectif qui est animé par le réseau Bleu Blanc Zèbre, le réseau citoyen. Donc je suis le délégué général, en plus d'être là présentement le président de Insight, mais c'est bien au nom de Bleu Blanc Zèbre que j'anime ce débat. On a eu un certain nombre de sujets très intéressants que nous avons évoqués tous ensemble. Il y a quelques personnes qui sont là et qui ont été parmi nos témoins, nos grands témoins. Je suis très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Salomé Berliou, qui travaille sur cette jeunesse rurale et comment on offre des perspectives, on renforce les perspectives pour cette rurale et qui fait un travail tout à fait remarquable. Donc, comme d'habitude, l'ordre du jour, un petit peu, les modalités de fonctionnement, c'est qu'on va avoir une intervention de Salomé pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, vous pouvez sur le chat rentrer vos questions que je poserai ensuite à Salomé, le temps qu'elle y réponde. Et une fois qu'on aura répondu, qu'on aura balayé le plus largement possible, eh bien, on ouvrira les micros pour ensuite une vingtaine de minutes d'échange avec vous directement, avec des interventions que l'on souhaite les plus courtes possibles pour pouvoir débattre, échanger. La grande vertu de ces débats confinés, enfin des débats connectés, pardon, c'est la connexion entre les acteurs. Et ça, c'est tout le sel de notre réseau Bleu Blanc Zèbre, c'est de faire en sorte que les acteurs, les faiseux, ce qu'on appelle nous les faiseux, puissent se connecter, être en relation. Et on l'a vu au fil de ces différentes semaines, toutes les connexions qu'il y a pu y avoir entre le sud de la Corse et quelques acteurs, l'est de la France, le nord de la France, le sud-ouest, et des gens qui, avec des expériences innovantes, intéressantes, qui peuvent être mises au service de chacune et chacun des acteurs de la ruralité qui, comme nous disons à chaque fois, est quand même l'espace de demain, mais surtout l'espace d'aujourd'hui, où nous voyons bien, après cette période de confinement, l'engouement et la volonté de vivre plus à la campagne. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est d'arriver à accompagner ces territoires ruraux et ces héros de la quotidienneté qui font en sorte qu'avec peu de moyens financiers, peu de moyens humains souvent, ils font des miracles au service de ces territoires. Élodie, la directrice, marche. Quelques mots. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Vous dire que vous pouvez bien sûr continuer à utiliser le chat pendant toute l'intervention de Salomé, ça permettra vraiment de relancer le contenu du débat. Et puis ensuite, n'hésitez pas à retrouver l'ensemble des éléments sur notre page artisan d'idées dans lequel il y a à la fois les replays des anciennes éditions et celles d'aujourd'hui avec les supports ou autres ressources qui ont pu être données. Voilà, donc bon débat à tous. Merci beaucoup, Élodie. Salomé, merci de ta présence. Je sais que ton emploi du temps est fort chargé en ce moment. En tous les cas, ça nous fait très plaisir que tu sois avec nous. Une vingtaine de minutes d'intervention de ta part. Il y a un petit rituel dans ces débats connectés auxquels on tient, c'est qu'à la fin de ton intervention, mais à la toute fin, dans une heure, donc tu as le temps d'y réfléchir, on te posera deux questions. Qu'est-ce que tu ressors, toi, à titre professionnel de cette période de confinement ? Et deuxième élément, à titre personnel, qu'est-ce que tu en ressors ? Parce que ça fait partie un peu aussi de notre démarche, de voir comment est-ce qu'humainement on a pu vivre ça, ce qui va être constitutif bien sûr d'une nouvelle période que nous ouvrons ensemble. Salomé, le micro est ouvert pour toi pour 20 minutes. Super, merci, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis à Paris et j'ai cru comprendre que parfois ma connexion était un peu douteuse, donc comme quoi la fracture numérique touche aussi le cœur de Paris dans certains cas et n'est pas l'apanage de la ruralité.
Alors, je vais essayer d'être très synthétique. Évidemment, comme vous l'imaginez, un sujet comme la question de la jeunesse des zones rurales et d'ailleurs aussi celle des petites villes que j'aborderai forcément en filigrane parce qu'il y a des points communs. C'est un sujet extrêmement large, donc je vais essayer d'extraire la substantifique moelle de ce que je connais de ce sujet. Et donc, sachant que mon expérience et les quelques éléments d'analyse que je peux maintenant présenter sur la question, l'avenir, aider 1000 jeunes des territoires ruraux que nous accompagnons aujourd'hui individuellement, aussi bien dans des départements comme l'Allier, la Drôme, le Puy-de-Dôme, mais aussi en Normandie, mais aussi en Bretagne, mais aussi dans le Grand Est, etc. Du livre que j'ai écrit et que j'ai coécrit il y a 18 mois maintenant, qui s'appelle Les Invisibles de la République et qui donnait la parole aux jeunes de ces territoires, à leurs parents, à leurs professeurs, à leurs chefs d'établissement, de façon à pouvoir faire remonter un certain nombre d'inquiétudes, de tensions, de réalités du quotidien de ces jeunes-là, et puis des pistes de propositions déjà. Et troisièmement, plus récemment, dans le cadre du rapport que m'avait commandé Jean-Michel Blanquer et que j'ai rendu avec un grand sens du timing 10 jours avant le confinement. Donc vous imaginez bien que du coup, on ne peut pas vraiment dire qu'à l'heure actuelle, tout a été mis en place dans mes préconisations parce qu'il y a effectivement d'autres priorités, mais j'ai bon espoir que le sujet revienne sur la table par la suite. Alors, très rapidement, le constat. Et encore une fois, moi, je serais vraiment d'autant plus contente de la partie échange parce que ce sera forcément passionnant d'entendre vos impressions de terrain, où que vous soyez. Mais le constat que moi, je pose, alimenté par les 130 personnes que j'ai pu rencontrer dans le cadre du rapport et que j'ai pu auditionner, dont Thibaut, et par le contact des jeunes accompagnés au jour le jour et des personnels de l'éducation nationale notamment, c'est que les jeunes des zones rurales et ceux des petites villes, d'une part, cumulent les obstacles au cours de leur parcours indépendamment de leur potentiel, et je ne le répéterai pas pendant 20 minutes, mais tout ce qui est au sens de ma démarche et de mes analyses, c'est une conviction, le fait que les jeunes de ces territoires ont évidemment autant de potentiel que les autres, et parfois même des particularités qui peuvent faire leur force et qui ne sont aujourd'hui pas assez exploitées, pas assez mises en lumière, et qui ne leur permettent pas assez de réaliser justement leur potentiel. Parce que course d'obstacles, c'est le premier constat. Ces obstacles, si je les énumère, c'est le manque d'informations concernant l'avenir, concernant ce qui existe, ce qu'on peut faire comme formation, ce qu'on peut faire comme métier, ce qui diffère de son environnement géographique et social immédiat. C'est également l'autocensure avec une dimension très forte. C'est pas fait pour moi parce que je viens de la campagne. Je ne peux pas être chef cuistot, je ne peux pas être ingénieur, je ne peux pas monter mon entreprise parce que je suis issue d'une zone rurale. Et donc pour ces deux premiers points, le manque d'information, l'autocensure, comme pour le troisième qui est dans certains cas la fragilité économique et sociale de certains foyers, on voit bien que ce sont des points communs très forts avec notamment les jeunes des quartiers populaires dans le cadre qui sont plutôt dans des jeunes, oui, des quartiers, de banlieue, avec vraiment des points communs. Et donc à mon sens, et on pourra y revenir, des points communs aussi dans la façon d'apporter des réponses à ces publics-là. Et il faut justement s'inspirer de ce qui existe ici pour potentiellement le dupliquer et l'adapter là. Troisième ou quatrième obstacle, la fracture numérique qui n'est pas en 20 mots et on l'a bien vu d'ailleurs dans le cadre de la continuité pédagogique au cours des dernières semaines. À mon sens, les jeunes des zones rurales étaient parmi les premiers concernés malgré tout. Et nous, parmi les fioles de chemin d'avenir, on en avait à un certain moment presque 7 sur 10 collégiens et lycéens qui n'étaient pas suffisamment connectés ou armés d'un point de vue matériel numérique, si bien d'ailleurs que dans le cadre d'un collectif, le collectif Mentorat, on a aussi fait en sorte que les jeunes de ces territoires-là puissent recevoir des cartes 4G ou des ordinateurs chez eux pour pouvoir suivre les cours. Dans les obstacles, il y a également effectivement et forcément la proximité d'opportunités, opportunités académiques, opportunités professionnelles, opportunités culturelles à côté de chez ces jeunes-là. Et le dire, ça ne veut absolument pas dire, d'une part, que c'est partout pareil, d'autre part, qu'il n'y a pas des initiatives extrêmement dynamiques en matière culturelle, en matière sportive, en matière de formation dans certains territoires. Mais force est de constater que quand vous grandissez dans un village des Vosges, si tout à coup vous découvrez un métier ou une formation qui n'existe pas à côté de chez vous, eh bien
vous devrez partir pour la suivre si elle correspond vraiment à votre vocation. Et ça a un coût. Ça a un coût psychologique parce que ça ne va pas de soi à 15 ans ou à 18 ans de partir de chez soi. C'est des vrais paramètres en plus. Et puis souvent, ça a un coût matériel. Et quand on sait que seule une famille sur deux en France aujourd'hui est en mesure de financer le logement étudiant de ses enfants, on sait bien et on en déduit assez facilement que les jeunes des zones rurales seront les premiers touchés par cette différence-là. Donc, tout ce qui a trait, c'est un autre obstacle à la mobilité, c'est lié en partie, mais j'avais commandé il y a quelques mois une enquête d'opinion à l'IFOP, Fondation Jean Jaurès et Chemins d'avenir, qui montrait bien à quel point, malgré tout, la mobilité, alors notamment à l'international, mais même en France, même, était souvent moindre pour les jeunes des territoires isolés des grandes métropoles. Et encore une fois, le dire, et je prends 1000 précautions parce que j'en suis vraiment convaincue, dire cela, ça ne veut pas du tout dire qu'il faudrait que tous les jeunes des territoires ruraux partent de leur territoire, bien au contraire, il faut qu'ils aient envie de rester au sein de leur territoire pour y faire des choses, mais souvent, c'est vrai que ça peut impliquer à un moment donné de se sentir autorisé à bouger. Et volontairement, d'ailleurs, je dis bouger plutôt que partir, pour ne pas qu'il y ait un sentiment de culpabilité de la part de ces jeunes si à un moment donné, pour aller se former dans l'hôtellerie, ça suppose de partir de son département ou de sa région pour peut-être mieux revenir dans un second temps. Donc voilà, tous ces obstacles-là, et il y en a d'autres, je vous en donne un autre qui m'avait beaucoup frappé quand on a fait cette enquête d'opinion. Il y avait un écart de 15 points, me semble-t-il, ou presque 17 points entre les jeunes des zones rurales et des petits bourgs d'une part et les jeunes de l'agglomération parisienne d'autre part, quand on leur demandait s'ils estimaient avoir autour d'eux un rôle modèle, en tout cas une personnalité inspirante à laquelle ils pouvaient s'identifier et qui pouvait les stimuler et ouvrir le champ des possibles pour eux. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un travail qui a été très bien fait, qui n'est pas du tout suffisant, mais qui est quand même fait depuis des années, notamment dans l'agglomération parisienne et pour les jeunes des quartiers, pour leur dire, écoutez, moi je suis chef cuistot, moi je suis chef d'entreprise, moi je suis politique, moi je suis sportif, je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai réussi à faire ce que j'aime, je reviens chez moi et je suis attachée à mon territoire. Et suivez ma voie. Et moi, j'ai la conviction qu'il faut aussi qu'on fasse le même genre de dynamique, qu'on crée le même genre de dynamique comme vous le faites d'ailleurs et comme cela existe dans certains territoires, mais pas toujours au niveau national, pour faire en sorte que ces rôles modèles émergent. Et c'est tout le sens d'ailleurs d'une opération qu'on a mise en place avec Chemin d'avenir il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle #portrait des territoires et qui consiste progressivement à donner la parole à ces rôles modèles, modèles ne voulant pas dire exemplaires, mais voulant dire inspirants. Etc., etc. Bon, bref, je ne rentre pas dans les détails de tous ces obstacles parce que je pense que vous les connaissez empiriquement, mais ça, c'est le premier constat qui était d'ailleurs à l'origine de la fondation de Chemin d'avenir. Le deuxième constat, c'est de dire que ces jeunes sont extrêmement nombreux, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un phénomène à la marge. Si vous regardez les chiffres de l'INSEE, grandissent dans les de moins de 20 000 habitants. Donc évidemment, encore une fois, avec des situations très diverses, mais on sait très bien que dans une petite ville, si c'est une petite ville, je vous donne des exemples de petites villes à côté desquelles moi j'ai grandi, et quand je dis à côté, j'étais à 1 heure ou 1 heure et demie de Moulins ou de Nevers, il n'empêche que c'était la grande ville pour moi. Et donc, c'est pas parce qu'on vit dans une petite ville comme Moulins ou Nevers que le champ des possibles est immédiatement largement ouvert. Donc, vous avez 65% des jeunes qui grandissent. C'est plus de 10 millions quand on ne prend que les moins de 20 ans. Donc ça, c'est le deuxième obstacle, c'est de surtout pas considérer qu'en gros, si on caricature, la ruralité, c'est les fils et les filles d'agriculteurs, et puis un point, c'est tout, et que c'est cette réalité-là uniquement qu'il faut traiter. On sait bien que oui, il y a des fils et des filles d'agriculteurs, et tant mieux, mais que ça n'est pas du tout la majorité des cas. Et puis, troisième constat, c'est que ces jeunes sont restés, et restent encore à mon sens, dans l'angle mort des pouvoirs publics et des dispositifs d'égalité des chances. Et ça, je vous donne un exemple, mais quand j'ai fondé Chemin d'avenir, ce qui est vrai, c'est que donc, c'était il y a 4 grosses années, là on prépare la 5e promotion de jeunes pour la rentrée prochaine, et quand on allait avec l'équipe fondatrice dans certains ministères ou voir certaines grosses entreprises pour notamment lever des fonds, comme cela se fait quand on veut monter une association, on nous disait souvent, mais attendez,
mademoiselle, vous n'allez pas créer une autre catégorie de jeunes. Il existe déjà les jeunes de banlieue, les jeunes à haut potentiel, les jeunes en situation de handicap. Vous n'allez pas créer la catégorie des jeunes de la France périphérique ou des jeunes des territoires ou des jeunes ruraux. Et alors, j'essayais d'expliquer que je ne demandais absolument pas de créer une nouvelle catégorie, puisque en fait, elle existait déjà, de fait. Et donc, il ne s'agissait absolument pas de mettre une espèce d'étiquette sur une catégorie de jeunes. C'est vraiment très français, ça me semble-t-il, que d'attendre d'avoir pu mettre une espèce de petite étiquette avant de traiter le problème, mais de dire, moi, je ne sais pas exactement quels sont les contours exacts de la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces jeunes existent, qu'ils sont des millions, qu'il y a un vrai sujet d'égalité des chances, qu'en France, l'égalité des chances, c'est aussi le rôle de l'État. Et moi, je trouve ça très bien. Peut-être qu'aux États-Unis, vous auriez un milliardaire qui viendrait et qui mettrait un chèque sur la table en disant « Banco, je soutiens votre initiative ». Et je suis très preneuse si ça existe en France aussi. Et si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me l'envoyer. Mais l'État, a quand même, les pouvoirs publics ont leur rôle, évidemment, à prendre sur ce sujet-là. Et donc, voyons comment on peut s'y pencher. Voilà pour la partie constat. Force est de constater que quand même, depuis ces dernières années, la situation, et notamment la situation politique, a un peu évolué. Je ne suis pas dupe, le contexte dans lequel est paru notre livre « Les Invisibles de la République » était un contexte un peu particulier, ce qui était un hasard de calendrier, mais toujours est-il que le livre est sorti en plein cœur de la crise des Gilets jaunes, que la première question que nous posaient tous les journalistes était « Mais en fait, les jeunes dont vous parlez dans ce livre-là, est-ce que ce sont les enfants des Gilets jaunes ?» Alors, avec mon co-auteur, on trouvait ça à la fois un peu caricatural, évidemment, donc c'était ce qu'on disait, mais il n'empêche qu'on savait bien que parmi les jeunes qu'on avait interrogés, il y avait effectivement des enfants des Gilets jaunes et qu'il y avait aussi une correspondance parfois géographique entre les territoires dont on parlait, c'est vrai, et les territoires qui avaient été souvent sur le front ou en tout cas en amont de cette crise-là. Donc, le sujet est un petit peu plus présent. Moi, je suis assez frappée. Il y a eu toute une période où je recevais toutes les semaines des mails de gens qui voulaient faire des documentaires sur les jeunes ruraux, d'artistes qui voulaient écrire des articles, de journalistes qui voulaient le faire, des reportages de terrain, d'entreprises qui nous demandaient aussi comment est-ce qu'elles pouvaient progressivement se tourner vers les territoires. Donc, ça, c'est peut-être une espèce de transition avant d'aborder la question des solutions, mais c'est de dire que je vois quand même une espèce de frémissement sur cette question-là depuis quelques semaines ou depuis quelques mois. Je pensais déjà avant la crise sanitaire qu'il fallait qu'on fasse attention à ce que ça ne soit pas un effet de mode, parce qu'on sait très bien que ce genre de choses dure quelques mois ou quelques années, mais qu'ensuite il y a un ralentissement et que pour un sujet comme ça, il faudra plusieurs années pour qu'on puisse réellement changer la donne. Mais il n'empêche que aujourd'hui, quand des jeunes des zones rurales ou quand on parle des jeunes de la France périphérique, si on décide qu'on adhère à ce terme et à cette expression du géographe Christophe Guilluy, je pense qu'on voit à peu près de quoi on parle. Bien que moi, je passe mon temps à expliquer à des familles parisiennes que non, c'est pas vrai, Internet ne permet pas tout, qu'un jeune qui a accès certes à Internet aujourd'hui, mais s'il est dans le fin fond de la Meuse, dans le fin fond de l'Isère, son territoire sera très beau, il y sera probablement très attaché, il aura des tas de choses à y faire, mais qu'il n'empêche que si tout à coup, par hasard, il découvre le métier de libraire, d'ingénieur, de comédien, oui, il pourra taper sur Internet comédien, ingénieur ou libraire, mais pour autant, tout n'existera pas à proximité immédiate pour lui et il aura à faire un certain nombre d'efforts, encore une fois, psychologiques, matériels, financiers, logistiques, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Alors que le même jeune, même issu d'un foyer modeste, dans le cœur de Lyon, s'il découvre le métier d'ingénieur ou de libraire ou de chef cuistot ou de tous les métiers qu'on peut imaginer et que ne font pas ses parents potentiellement, eh bien, si on prend par exemple, oui c'est ça, une prépa ou un métier, par exemple rejoindre les compagnons du devoir, en tout cas quelque chose d'assez spécifique, il est probable que dans le cœur de Lyon, ces formations existent, il y ait des rôles modèles vers lesquels se tourner, il y ait des professeurs qui, parce que ces formations existent, pourront aussi l'inciter à les rejoindre, il puisse rester chez ses parents au moment de faire ses études, qu'elles soient longues ou courtes, et que ça crée une vraie différence pour sa famille et pour lui. Et donc voilà, mon sentiment, et encore une fois, dire tout ça, ça n'est pas du tout faire preuve de misérabilisme, bien au contraire, c'est parce que nous sommes convaincus avec Chemin d'avenir
que ces jeunes représentent, et c'est un peu une lapalissade de le dire, mais l'avenir du pays, peuvent être une vraie force, qu'il y a derrière tout ça un sujet de cohésion nationale avec des vrais enjeux politiques, économiques et sociaux et sociétaux, qu'on pense qu'il faut mettre le paquet, si vous me permettez l'expression, sur la question de cette jeunesse. Très rapidement, parce qu'on arrivera assez vite à la fin des diversité territoriale pourrait être aussi prise au sérieux que la question de la diversité hommes-femmes, de la diversité ethnique, si on décide de l'appeler comme ça, mais en tout cas d'une forme de représentation nécessaire des jeunes des territoires isolés des grandes métropoles à tous les niveaux de hiérarchie dans l'entreprise. Et même chose évidemment pour certaines formations dites sélectives, mais pas uniquement. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des études très poussées qui montrent à quel point est-ce que la diversité de l'entreprise. Et moi, je suis convaincue que si vous allez chercher un jeune diplômé dans le nord de la France, ça peut valoir le coup de valoriser son profil, même si le jeune homme en question a un accent du nord de la France qui, je cite, ne fait pas très sérieux, comme j'ai pu l'entendre, ou même s'il n'a pas tous les codes qu'on peut souhaiter avoir dans une grande entreprise à tel et tel niveau de hiérarchie, et faire le choix de se dire que ce sera une force pour l'entreprise que de l'embaucher, même s'il y a une espèce de coup d'entrée dans la transmission de certaines compétences ou de certains codes que manifestement il faut avoir aujourd'hui. Mais ça suppose une politique volontariste qui peut faire partie des questions de représentation. Deuxième axe, un enjeu d'information, d'orientation et d'ambition, les trois. Et ça, alors bon, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais et encore une fois, je pense que vous connaissez ça par cœur, mais je pense que l'orientation, alors manifestement, c'est un sujet en France, et pas uniquement dans les territoires ruraux, c'est un sujet qui est aussi très pointé par l'OCDE. Il y a un rapport qui a précédé le mien qui s'appelle le réussite, qui est le rapport de Pierre Mathot et Ariane Azema, qui montre très clairement, avec des chiffres qui viennent de l'ADEPE, que les jeunes des zones rurales, et notamment ceux des petits bourgs, ont une orientation beaucoup plus contrainte, beaucoup plus subie que les jeunes des grandes métropoles. Donc ce sujet-là, en fait, ne peut pas être un sujet à la marge qu'on aborde à la fin de la classe de troisième ou à la fin de la classe de terminale. Alors, il y a des choses qui sont faites notamment pour le lycée, mais à mon sens pour le collège. Ça, je pense que vous le savez très bien, et parfois c'est pareil, j'ai un peu du mal à l'expliquer à des Parisiens ou à des Lyonnais qui ne mesurent pas à quel point est-ce que le collège est un vrai cap pour les élèves dans les territoires ruraux, notamment parce que ça suppose pour eux de partir de chez eux, ou en tout cas, alors pas forcément de partir, d'être interne, ça peut être pour le lycée, mais en tout cas de faire des trajets, de quitter son village, de prendre le bus, que tout ça a un impact. Vous savez, en France, il n'y a pas de doctrine, par exemple, pour l'instant, sur la question des trajets scolaires, alors que ça existe dans certains autres pays, et qu'on peut quand même se dire que pour un jeune qui fait 3/4 d'heure de bus le matin et 3/4 d'heure de bus le soir, ça a peut-être un impact sur ses enseignements. En tout cas, ça en a certainement un sur les activités extrascolaires qu'il peut faire le soir, sur les stages qu'il peut éventuellement exercer. Ça, je ne vois pas comment est-ce que ça pourrait ne pas avoir d'impact, peut-être marginal, mais en tout cas, ça existe. Et donc là, progressivement, l'ADEPE, d'ailleurs, du ministère de l'Éducation nationale, a décidé de créer un indice d'éloignement pour pouvoir mieux mesurer ça. Donc, c'est vous dire à quel point ça avance, même si c'est lent. Mais donc, cette question d'information, d'orientation et d'ambition, on pourra y revenir. Je vous donne un exemple. Dans les territoires très ruraux dans lesquels je suis intervenue et dans lesquels j'ai interrogé différents personnels dans le cadre du rapport, on me disait, les conseillers d'orientation psychologue, les anciens PsyEN par exemple, en fait, ils sont au collège 3 demi-journées par mois. Donc, en fait, une fois sur deux, c'est plutôt 2 que 3, parce qu'il y a la grève, parce qu'il y a la grêle, parce qu'il y a de multiples raisons. Et ça n'est absolument pas du fait de ces personnels-là, c'est juste le système qui est installé comme ça. Et donc, ce sont des gens qui vont se concentrer, et c'est bien normal, encore une fois, sur des situations qui sont plutôt des situations critiques,
sociale, économique, plutôt que sur la question de l'orientation, qui a l'air un peu dit comme ça de quelque chose de secondaire, alors qu'on sait très bien à quel point est-ce que c'est central, notamment pour ces jeunes. Bon, je pourrais, si vous le souhaitez, revenir sur d'autres On y propositions. reviendra peut-être. Alors, Oui. peut-être en quelques mots, tu as beaucoup de questions déjà qui s'enchaînent. Oui, je vais arrêter là. Les 2 derniers enjeux, et du coup, je ne développerai pas, c'est un enjeu de maillage territorial avec notamment, et ça, je pense qu'on est parfaitement aligné, la question de l'écosystème de réussite qu'on peut faire au sein des territoires, qui consiste à dire ne prétendons pas inventer le fil à couper le beurre, mais tissons des liens entre les entreprises, entre les associations, l'éducation nationale, les familles, les missions locales, les maisons familiales rurales, etc., au sein des territoires au profit de ces jeunes-là. Et puis le dernier enjeu, évidemment majeur, c'est l'enjeu de la mobilité, avec une proposition que j'aime assez, je dois dire, qui m'est venue de plusieurs acteurs de terrain et dont je pourrais vous parler. Voilà. Donc, bon, je préfère vous laisser la parole, mais vous voyez un peu l'articulation constat-solution, qui est évidemment à ce stade encore éminemment lacunaire et qui demande à être amplifiée, et notamment par vos remarques. Merci de votre écoute. Merci infiniment, Salomé, pour ton intervention. Alors, je vais essayer de balayer les différentes remarques et questions qui sont faites par nos amis. Donc, Philippe, il nous dit nous avons aussi une difficulté en zone rurale, c'est le manque d'ambition des parents pour leurs enfants. Ce n'est pas par nous. Une autre, alors Sébastien, on va les lister comme ça, tu les prends en note et puis tu interviendras dessus. Donc, Sébastien qui a mis le lien sur éducation.gouv.fr, sur égalité des chances, sur ton rapport. Anne qui nous dit le diagnostic cause des obstacles sont-elles exclusivement dues à la ruralité ou aux catégories socio-professionnelles de l'environnement familial du jeune. Vincent qui nous dit comment associer des lycées, exemple des BTS, avec des formations Bac plus 3 plus 5, frustrés de perdre leurs meilleurs éléments. Guillemette, c'est aussi le manque d'ambition des professeurs et du manque de figures auquel le jeune peut se référer. Chemin d'avenir est donc un très bel outil. Voilà, tu vois, il y a des gens qui disent des choses fort bien, fort gentilles. Alors ensuite, c'est Marjorie. Ne faudrait-il pas intégrer dans les enseignements de nos jeunes la présentation de certains modèles locaux dès l'école primaire? Voilà, on fait cette première salve. Et alors, juste Sébastien, une dernière. Les écoles françaises sont très peu ouvertes aux interventions de tiers ou de parents venant présenter leur métier. C'est une forme d'appel vers le mentorat. Les témoignages sont concrets. Allez, essaye de me faire une première synthèse et puis il y en a d'autres qui arrivent. Ok, alors, il y a une question que je peux réunir, qui est celle des familles et des établissements et de ce qu'on appelle le manque d'ambition. Là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est que l'autocensure et le manque d'ambition, c'est contagieux. C'est pas le coronavirus, mais c'est quand même contagieux. Alors, la bonne nouvelle, si on regarde le problème de l'autre côté, c'est que ça veut dire aussi que si les acteurs se mobilisent, c'est possible de trouver des solutions assez rapidement. Et ça, on le voit bien, dès lors qu'un parent décide de s'engager et de tenir des propos justement assez libérateurs, incitatifs pour son jeune garçon ou fille, dès lors qu'un prof ou qu'un chef d'établissement décide de considérer que les jeunes de son petit village ont très bien le droit de rêver à toutes les formations ou à tous les métiers qui existent, il y a un effet boule de neige qui est très rapide. Mais cette autocensure-là, effectivement, elle part très souvent de l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, la combattre à la racine en intégrant ces acteurs comme notamment l'éducation nationale, donc les lycées, les collèges. Et c'est pour ça que Chemin d'avenir ne s'est pas du tout construite en opposition avec l'éducation nationale, mais bien au contraire, c'est notre premier partenaire, et notamment les rectorats et les établissements. Du coup, ça va avec la deuxième question aussi parce que c'est lié, c'est-à-dire les questions des catégories socio-professionnelles d'où sont issus les enfants dont il est question. Donc là, on est effectivement assez proche du constat posé par Christophe Guilluy et encore une fois, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ces constats. Moi, je trouve que notamment toute l'explication très claire avec laquelle je suis en adhésion
total qu'il fait sur le fait que aujourd'hui, les classes populaires et une grande majorité des classes populaires ne vivent plus dans les grandes métropoles, ni d'ailleurs vivent de l'autre côté du périph'. Dans un de ses livres, il montre que c'est 80% aujourd'hui des petits artisans, petits employés, de retraités, d'agriculteurs effectivement, de néo-ruraux comme on dit, mais avec des catégories très, très différentes, mais qui vivent aussi dans ces territoires-là. Donc ça veut dire que très souvent, le déterminisme territorial est lié au déterminisme social et réciproquement. Après, une fois qu'on a dit ça, chez Chemin d'Avenir, nous, on a choisi volontairement de ne pas mettre de critères sociaux pour rejoindre l'association. Alors, on a certains établissements dans lesquels on intervient. Je pense à un établissement dans l'Académie de Rennes où 80% des élèves sont des jeunes boursiers. Donc là, si vous voulez, on sait bien que on couvrira notre taux de boursiers sans aucune difficulté. Mais mon sentiment, c'est que le déterminisme territorial est un sujet en soi. Et que si je vous donne un exemple, et après je passe à une autre question, le jeune fils de garagiste dans la campagne Trennes-Nevers, dont les parents gagnent très bien leur vie parce que c'est le garage du coin qui fonctionne bien. Peut-être qu'il pourra s'acheter la paire de baskets qu'il a envie de s'acheter, peut-être qu'il pourra sortir le samedi soir sans problème avec ses amis. Mais pour autant, est-ce que malgré le fait que la question de l'argent ne soit pas un problème, est-ce qu'il aura accès à toutes les informations? Est-ce que tout existera à côté de chez lui? Est-ce qu'il se sentira autorisé à rêver de professions et de métiers, quelles qu'elles soient, qui n'existent pas juste à côté? Pas sûr. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas qu'une question de capital économique, capital socioculturel. Autre question? Alors, il faut que tu me fasses des réponses un peu plus courtes parce que là, ça s'enchaîne. Et si on veut ouvrir un peu les micros, je sens que là, il y a plein de gens qui veulent intervenir. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire alors effectivement sur toute la partie sur les parents, je vous retrouve complètement. C'est pour ça que la question du mentorat est fondamentale. Le collectif mentorat dont je fais partie essaie de faire en sorte que le mentorat ou le parrainage ou le tutorat devienne une politique nationale et plus uniquement l'apanage de certaines petites associations. Je pense aussi, une de mes préconisations, c'est de créer la fabrique des rôles modèles qui interviennent dans les établissements avec des familles, avec des intervenants de tous les territoires qui viennent présenter leur métier, parler de leur parcours, parler de leurs échecs, expliquer pourquoi les échecs, ça n'est pas grave. Donc, tout part certainement de là. Les conseils d'orientation sont disponibles pour les troisièmes et lorsqu'il y a une demande d'un jeune en quatrième, pas de rendez-vous possible. Ce qui est vrai, c'est que le système est fait de telle sorte qu'on aborde souvent la question de l'orientation un peu trop tard, à mon sens, au collège notamment. Et chez Chemin d'Avenir, les jeunes qu'on accompagne, c'est à partir de la quatrième. Donc, ça a été vraiment pensé pour ça. Et après, la question des conseillers d'orientation ou des psy-EN, je pense que c'est un vrai sujet, notamment pour leur nombre, notamment pour leur portefeuille, leur champ d'action. Il y a sans doute quelque chose... la valorisation aussi de leur métier qui n'est pas totalement satisfaisante, je pense, aujourd'hui. Donc, il y a forcément quelque chose à imaginer. Est-ce que je suis allée au bout des questions? Non, alors il t'en manque un certain nombre. Je vais essayer de balayer rapidement. Serait-il possible de connaître les solutions en termes de mobilité que tu as développées? Bon, ça, on les fera passer. Je pense que c'est ça le plus simple. Quelle est cette proposition sur la mobilité? Peut-être tu peux en dire un mot. Il y a Antonia Luciani qui nous écrit de Corse et que je salue. Serait-il possible de connaître les solutions en termes de mobilité? C'est ce que je viens de dire. Les métiers ruraux doivent être plus valorisés. Ça, c'est une remarque. Notre ami René Ortega qui dit c'est quoi la France périphérique? Qui regarde quoi? Pour quel modèle de société? Quel système de normes, de valeurs? Voilà, auquel tu pourras répondre. Partant du constat du manque d'opportunités en zone rurale et la nécessité d'aller vers et de proposer des solutions directement sur et pour les territoires. Avez-vous des exemples d'acteurs et d'actions? René qui nous redit si j'ai un gamin qui veut devenir cuistot, est-il obligé de devenir chef? Vraiment, point d'interrogation. Alors j'aurais tendance à dire dans le Gers, c'est obligatoire. Quels sont les meilleurs leviers pour embarquer les parents, les familles dans ces dynamiques, dont on sait aussi qu'ils sont les meilleurs partenaires pour les leviers d'autocensure des jeunes des quartiers, mais souvent difficiles à toucher. Voilà. Est-ce que tu peux… Alors, moi, je te propose de répondre un peu rapidement, puis on va ouvrir les micros comme c'est. Okay. Comme il y a beaucoup de questions, ça sera plus vivant. Comme ça, les gens pourront répondre directement. Ne vous méprenez pas, c'est vraiment très important que le fait de dire que c'est important qu'un jeune de zone rurale puisse avoir envie de devenir chef cuistot, ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les jeunes ruraux aient envie de devenir chef cuistot. Ça veut juste dire qu'il veut
enfin, que s'il veut l'envisager, c'est possible pour lui et qu'on va tout mettre en action pour qu'il puisse aller aussi loin qu'il a envie d'aller, quelle que soit la voie qu'il aura choisie. Et chez Chemin d'Avenir, on n'a pas de critères de notes, pas de critères de résultats scolaires, juste des critères de potentiel. Et la bonne nouvelle, c'est ce qu'on dit à tous les jeunes quand on intervient dans leurs établissements, c'est que du potentiel, tout le monde en a. C'est juste cette espèce de petite flamme intérieure qu'on peut avoir et qui peut se révéler par des résultats scolaires ou pas du tout, par complètement autre chose. Et qui peut impliquer, là ça répond à une autre question, les métiers ruraux, ils doivent être plus valorisés, mais qui peuvent être totalement de se réaliser en reprenant la ferme de ses parents, en devenant artisan ou que sais-je, chez soi ou ailleurs. Donc c'est vraiment très important. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mon propos n'est absolument pas un propos élitiste. C'est vraiment très important. Ça, c'est le côté espiègle de René Ortega, si tu veux. Mais je rebondis là-dessus. Là, il est en train de bouillir, donc le micro va être ouvert dans quelques moments. On en parlera. La France périphérique, c'est tout ce qui n'est pas les 25 grandes métropoles et leurs banlieues. Et c'est là où habitent plus de 60% des Français et plus de 65% des jeunes Français. Donc, c'est encore une fois, pas du tout un phénomène à la marge. Sur ma proposition pour la mobilité, l'idée, ça s'appelle pour l'instant « Découvre mon territoire », point d'exclamation, et c'est aussi lié à ce que vous disiez un peu plus haut dans une question sur la question de la fierté d'appartenir à un territoire, d'appartenir à un pays. Vous noterez que ça n'est pas « découvre ton territoire » ou « découvre son territoire », mais « découvre mon territoire ». C'est-à-dire que le constat, c'est de dire, je crois que c'est une augmentation de 40% dans la capacité d'insertion professionnelle ou 38% pour des jeunes qui ont été mobiles, notamment à l'heure du collège. Oui, c'est très important que les jeunes Français, et notamment les jeunes ruraux, puissent aller à Berlin ou puissent aller à Londres. Ok. Mais est-ce que la priorité, ça n'est pas qu'ils soient capables de voyager partout en France et qu'ils se sentent autorisés à aller dans la campagne du sud de la France, dans le nord, à Lille, dans le sens où, et j'insiste quand même là-dessus, souvent les jeunes urbains, quand ils réfléchissent à une formation ou à un métier, ils réfléchissent à ce dont ils ont envie, puis au lieu. Alors que les jeunes ruraux, très souvent, réfléchissent au lieu, ce qui existe autour de chez eux, et c'est en fonction qu'ils vont déterminer ce dont ils ont envie. Donc là, il y a un petit biais qui me gêne. Et donc la question, c'est de dire, il pourrait y avoir une sorte d'Erasmus en France, qui ne s'appellerait pas comme ça, et où un jeune dans le Gers pourrait aller passer 2 semaines chez un correspondant dans le nord de la France pour découvrir d'autres réflexes. Merci. C'est pas totalement au hasard, j'essaye de me faire des amis dans cet échange. Découvrir le nord de la France, les références de ce pays-là, les réflexes, les traditions, les envies, les métiers qui existent là-bas et qui ensuite recevrait 2 semaines durant la même année au collège le jeune pour lui faire découvrir son territoire. Ça a été ça a eu une bonne réception, y compris à la DGESCO, au ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc j'ai bon espoir que ça puisse être testé. Je vais peut-être pas répondre à toutes les questions. Non, on va ouvrir. Merci beaucoup Salomé. On va ouvrir les micros. Je salue. Alors on a un invité mystère depuis tout à l'heure, mais là il s'est démasqué à m'envoyer un message. C'est Poggio Caituccioli qui est de notre ami corse, maire d'un petit village du Sartenay, qui est là avec le masque. Je ne sais pas ceux qui le voient, mais je ne l'avais pas reconnu. Alors, qui veut poser une question? Alors, des questions très courtes. Vous avez vu que Salomé parle très bien, donc ça enchaîne. Donc, il faut des réponses courtes également de sa part. Je salue également Tristan Hawk, notre ami d'AG2R La Mondiale. Alors, Thibaut Panier. Est-ce que, Elodie, tu peux lui ouvrir le micro pour une intervention rapide? Oui, bonjour à tous. Je souhaitais revenir sur la question de mobilité. C'était un sujet qui me touchait pas mal parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai grandi en ruralité. Mais par contre, si je voulais faire des études, j'ai été obligé pour les études que je souhaitais faire, j'ai été obligé d'aller à Paris. Et là, la question qui se pose, outre la possibilité d'y aller, vous avez pris l'exemple de faire un Erasmus pendant 2 semaines. Mais il y a une autre inégalité qui est présente, je le voyais moi dans mon école, c'est-à-dire qu'il y a tous ceux qui vivent sur place, n'ont pas forcément un appartement à payer en plus, n'ont pas forcément à trouver un travail en plus, etc. Est-ce que, outre la possibilité de dire vous pouvez aller travailler là-bas, est-ce qu'il y a l'intérêt principal, ce ne serait pas justement de faire un apport, des facilités financières et plus que simplement dormir au Crous, parce que quand on voit l'état, par exemple, quand on voit ce qui est proposé au Crous par rapport à ceux qui vivent dans les villes, il y a aussi une autre forme d'inégalité. Merci. C'est un apport financier en fait par rapport à tout ça, parce que c'est vraiment ce qui manque. Ouais. Merci Thibaut. Une autre question qu'on enchaîne là, au moins 2 questions. Est-ce que quelqu'un lève la main? Alors j'ai 2 écrans. Oui, Poggio. Allez, Poggio, tu as la parole.
Cours, hein, Podjo, comme tu sais le faire. Vas-y. C'est quoi le. Il me faut juste son Alors, c'est nom. user, tu vois. Ah oui, oui. Et ensuite, il y a René, on enchaînera. René qui fera très court. Sinon, je me déplace. Podjo, alors, on est en Ça train de fonctionne t'ouvrir. pas. Voilà, ça y est, tu peux y aller. Donc merci, bonjour à tous. Oui, pour aller vite, il est évident que la formation, l'éducation, donc ça fait partie d'un projet de société. Aujourd'hui, je pense que j'ai été élevé, je suis allé à l'école à Petré-Tobikiza, donc le bourg-centre. Il y avait deux exils. La première exil, c'est quand il fallait quitter le collège pour aller à la ville. Et à la ville, à l'époque, il y avait des internats. Et donc, il n'y avait que des gens des villages dans l'internat. C'était les paysans. Les Ajaxiens se moquaient. C'était le paysan bombé, etc., etc. Et puis, nous sommes un peuple de bergers, donc tous les métiers ruraux ont été complètement discrédités. Ils ont été, et donc il fallait être docteur ou avocat. Et je crois que ça fait partie d'une mentalité aussi dans les zones pauvres et surtout dans les îles aussi, c'est accentué donc par la mobilité. Donc moi, je pense que là-dessus, ce qu'il faut, c'est prendre dans l'ensemble, dans le projet de société et avoir une formation dès le plus jeune âge. Pour vous donner un exemple, ce qu'on fait concrètement à Ustamovic, c'est qu'on a depuis 4 ans avec Fabien Gaveau, ruraliste, historien, travaillé sur l'évolution du territoire pour montrer aux jeunes qui aujourd'hui voient un territoire couvert de chênes, de ronces, etc., de par la déprise, de par les deux guerres, etc., la déprise agricole, etc., pour montrer tout le potentiel qu'il y avait dans les différents niveaux. Et ça, c'est une formation qu'on fait dès le CM2. Et nous pensons qu'il faut une université rurale, que cet Erasmus que vous proposez, il est idéal, mais il faut qu'il y ait une formation là-dessus, de la maternelle, à travers la langue, à travers la culture, à l'université. Et il faut que l'université, on a réussi à la faire venir une fois, parce qu'il faut savoir aussi que pour nous, il fallait aller à Nice ou à Marseille. Jusque dans les années 80, l'université de Corse-Portet a été créée dans les années 80, après de longues batailles. Donc ça voulait dire qu'il fallait encore franchir, c'était l'énième fracture. Il faut que l'université vienne vers les territoires. Et ça, on a réussi à avoir une chaire ESS un jour ici à Ustamovic. Et c'est pour ça que cette université rurale, avec les Sardes, avec les Toscans, avec les autres régions à forte identité, l'Occitanie et d'autres, il faut qu'on la constitue pour tout doucement la faire reconnaître par l'académie, par le rectorat. Ça, c'est un. Podjo, fais court. Je termine. Mais vous voyez, on est tellement imprégné de ça que dans votre texte, je regardais là, madame, sur votre association, vous mettez les collégiens lycéens de la France périphérique. Il faut dire du cœur de France. C'est pas rien que dans les termes aussi. C'est le cœur. C'est ce qui permet à nos territoires cette ruralité, cette identité. Si elle tombe, on le voit aujourd'hui, il n'y aura plus rien. Donc c'est pas la périphérie, c'est le centre, c'est le cœur. Mais ça valait le coup d'être dit et ça fait une transition magnifique avec mon ami René Ortega qui n'est pas corse mais occitaniste. Tu ouvres la parole. Alors René, tu fais court parce que je t'avertis, j'arrive. Voilà, merci à tous. Merci Salomé pour cette intervention. Moi, ce que je proposerais, c'est on a la chance d'avoir François-Xavier Mérien sur le territoire du département et on a mené une enquête sur la jeunesse de notre département, le Gers. Et il y a beaucoup de choses qui sont battues en brèche par rapport à Salomé, ce que tu amènes, mais je pense que c'est un autre regard. Moi, cette France périphérique, ce déterminisme, il est absolument insupportable. C'est plus possible de se faire caractériser de cette façon-là. Je suis d'accord avec mon ami Corse, il y a quelque chose, il y a cette espèce de mot qui est devenu la propriété d'une lecture très parisianiste, très jacobine, de la façon dont on structure l'État français. Ça veut dire qu'il y aurait des gens dedans et des gens dehors. Moi, je suis désolé, ma jeunesse, la jeunesse de mon département, elle est partout. Elle a des difficultés, comme d'autres jeunesses, mais elle est partout. Donc, ce qui serait chouette, je vais vous envoyer, enfin, je vais t'envoyer, Salomé, je ne sais pas si on se tutoie ou on se voit, je vais t'envoyer les 170 pages du travail de François-Xavier Mérien, qui est quand même un sociologue assez renommé, et peut-être qu'il y aurait un échange assez intéressant. Après, moi, je ne veux pas faire de politique, mais derrière, il y a une question de normes et de valeurs. J'ai entendu beaucoup parler de chefs. Il y a une tribune récemment d'un Midi Libre où Agnès Verdier-Moulinier dit qu'il faut travailler plus tout au long de l'année, il faut travailler plus dans la vie. On a l'impression que la réussite absolue, c'est ce rapport à la norme du spectacle, de la réussite, d'être le premier, etc. Oh là là, on peut être cuisinier sans être chef. On peut travailler dans un atelier sans être chef d'atelier. On peut vivre bien sa ruralité. Hier, j'avais des gamins, j'avais des copains de mon fils. Son père cultive des châtaignes.
eh bien, il a parlé des châtaignes pendant 2 heures. Eh bien, c'est un expert de la châtaigne. Et en quoi cet enfant-là, il faudrait qu'il parte, je ne sais pas où, faire des études, je ne sais pas quoi. Merci René. Merci René. Quelque chose à se poser. Alors, on va laisser. Je pense que vous n'êtes pas très loin en fait avec Salomé. Salomé, tu fais une salve de réponses à la fois pour nos 3 intervenants. Puis ensuite, j'ai d'autres questions là. Il y a Isabelle qui lève la main. Ok. Du coup, peut-être sur la dernière, je remarque quand même effectivement que vous soulignez que c'est un expert des châtaignes, c'est-à-dire que le fait de s'épanouir et de se réaliser et d'avoir une forme d'envie d'aller le plus loin possible dans son domaine, y compris quand c'est la châtaigne. De la même manière, quand vous parlez de sociologue, vous dites que c'est quand même un sociologue qui a beaucoup travaillé, qui a fait des travaux. Donc, c'est pas totalement neutre non plus, je pense. Mais après, là où, vous avez totalement raison. Chez nous, chez Chemin d'Avenir, d'ailleurs, s'il n'y a pas de résultat de notes, c'est qu'on accompagne surtout le ventre mou, en gros, au milieu de la classe, les jeunes qui ont entre 7 et 12 de moyenne, sur lesquels personne ne parie jamais parce que justement, ce ne sont pas les élèves désolé, je déteste ces expressions, décrochage ni les hauts potentiels, et on s'en fout, excusez-moi, mais vraiment. Donc, je suis d'accord avec vous. Après, là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est que moi, ce n'est pas ça qui m'insupporte. C'est-à-dire que ce qui m'insupporte, ça n'est pas de dire à des jeunes qui peuvent devenir chefs, experts, spécialistes et qui peuvent aller très loin. Ce qui m'insupporte, ce que je trouve injuste, ce que je ne trouve pas tolérable, ce sont des jeunes qui viennent me voir, et ils sont désormais des milliers, pour me dire qu'ils ne se sentent pas autorisés qu'ils n'ont pas l'argent pour, que non, ça n'est pas fait pour eux parce qu'ils viennent de la campagne, qu'ils aimeraient bien, mais que leurs frères et sœurs ne l'ont pas fait, donc que ça ne va pas être possible, que leurs parents leur disent de rester chez eux à tout prix parce que quand même sinon c'est embêtant, etc., etc., etc. Et donc, je trouve qu'on peut être fier de son territoire, comme je le suis de l'Allier, avoir envie d'y rester ou d'y revenir, sans pour autant culpabiliser ces jeunes-là, d'avoir envie d'avoir de l'ambition au sens très large. Et l'ambition, ça n'est pas forcément faire des grandes études, mais c'est se réaliser. Et pour moi, c'est vraiment formidable qu'ils puissent avoir envie de se réaliser. Donc, choisissons peut-être nos combats et nos priorités. Pour moi, la priorité, c'est que ces jeunes-là puissent se réaliser pleinement et réaliser encore une fois leur potentiel et pas forcément leur excellence à la con, qui effectivement n'est pas le sujet. Première question. Même si on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'effectivement, tout ça est très fin et je pense effectivement qu'on dit sans doute en partie la même chose. Sur la question de la mobilité au départ, quelle était la question exactement de Thibaut, c'est ça? J'essaye de retrouver parce que j'avais quelque chose à lui répondre. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, c'est une question financière. L'enjeu est financier, l'enjeu est celui du logement, et c'est pour ça que je suis aussi allée taper à la porte de ce ministère-là en réfléchissant à est-ce qu'on ne pourrait pas créer des espèces de maisons, comme il y a une cité universitaire pour les gens qui viennent de l'étranger. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à plus grande échelle pour les jeunes qui viennent des territoires? Et vous regarderez dans mon enjeu de mobilité, il y a une des préconisations qui est de mieux prendre en compte l'éloignement géographique dans le calcul des primes à l'internat et dans les critères d'attribution des bourses pour l'enseignement supérieur. Parce que fondamentalement, c'est quand même pas pareil quand on est très loin ou quand on est juste à côté et qu'on peut faire les allers-retours chez soi. Merci. Alors, Salomé, il ne me reste pas beaucoup de temps. Isabelle? Oui, vous m'entendez? Vas-y, très bien. Je vais aller très vite. Première chose qui me frappe, le déterminisme. Alors moi, je vais vous dire rapidement, j'ai dû faire preuve d'un déterminisme que vous n'imaginez même pas. Moi, j'habitais en ville pour que ma fille puisse faire une formation en lycée agricole, un brevet de gestion d'élevage canin et félin qui était à quelques dizaines de kilomètres de ma ville. Elle avait eu son BEPC avec mention bien. On lui disait, mais quel gâchis que d'aller faire un brevet professionnel agricole. Mais non, on m'a convoqué. Mais ça a été une bataille. Et j'ai tenu bon. Ma fille a tenu bon. Et je peux dire que ça a été la meilleure école de la vie qu'elle ait faite. Son internat, 4 ans dans un bled paumé. Ça a été une super école de la vie. Et elle est aujourd'hui une jeune femme très épanouie. Donc, le déterminisme, ça compte. Deuxièmement, les étiquettes. Je suis tout à fait d'accord avec René. Enfin, j'ai déjà entendu des chercheurs là-dedans. Nous, on construit des politiques publiques. Il y a des moments où on a besoin d'avoir quand même des cadres. Alors, étiquettes, j'aime pas trop, mais il faudrait effectivement que ce soit on fait des zonages en fait, en quelque sorte. Faudrait que ces zonages
on a besoin des tremplins pour aller vers des solutions. Or, souvent, ces zonages enferment, sont très enfermantes. Et une fois qu'on les a mis, très rural, ultra rural, machin, on a un mal fou à les en sortir. Quelque part, ça leur colle à la peau et il n'y a pas moyen qu'on en sorte. Et puis, j'avais une troisième question. Est-ce que vous auriez, parce qu'on a aussi parlé, vous avez parlé, j'ai noté ça, c'est l'égalité des chances, évidemment. Est-ce que vous avez en tête un exemple de fondation territoriale sur ce sujet? C'est quelque chose sur lequel moi j'aimerais travailler, notamment avec à des échelles territoriales. Est-ce qu'on pourrait monter des fondations, donc publiques-privées, ou des fondations territoriales, je ne sais pas si vous connaissez un peu le fonctionnement, pour résoudre collectivement une problématique de ce type sur un territoire donné? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que c'est utopique ou est-ce qu'on pourrait imaginer construire un outil de ce type? Alors attends, on va, Salomé, il y a Sébastien également, à qui on va ouvrir le micro. C'est dur parce qu'il y a déjà 3 éléments de réponse dans la question. Alors vas-y. Non, mais enfin, en 2 mots, parce que là, sur le déterminisme, là, vous avez raison, c'est dans les 2 sens. Et très souvent, on doit se battre aussi pour que des jeunes puissent faire des formations plus rapidement professionnalisantes. Totalement d'accord. Sur le zonage aussi, et sur la nécessité qu'il y en ait, même si c'est enfermant, ou en tout cas qu'il y ait certaines choses qui passent par les politiques publiques. Et moi, c'est pour ça que je suis convaincue que la question dont on est en train de parler ne pourra se résoudre qu'en partie quand il y aura une politique publique. Et l'action de chemin d'avenir, c'est bien sympa, mais si je tire le trait de notre croissance à horizon 2023, on aura accompagné 3200 jeunes, bien, mais c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et sur le 3e point, alors une fondation territoriale, non. Chemin d'avenir est une association territoriale, mais c'est pas la même chose, notamment en termes de moyens. Après, il y a des fondations d'entreprises où c'est vrai que, par exemple, la fondation EDF, la fondation Michelin, qui sont extrêmement présentes dans les territoires ruraux / périphériques, mais c'est pas la même chose. C'est pas entièrement ciblé comme vous le décrivez, et ce serait très bien, effectivement. Je me tais. Alors, on avait une merci Salomé. Sébastien qui avait deux paroles. Alors, Sébastien, est-ce qu'on le voit? Sébastien, est-ce que vous pouvez lever la main? Il est parti, je pense, Sébastien. Il a envoyé un petit mot. Ah, il est parti. Sébastien est parti. OK. Et il y avait une autre question, il me semble. Estelle. Quelqu'un avait levé la main. Estelle. Alors, ça y est, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Bonjour Salomé. Depuis ma jeunesse, puisque je viens de Lurcy-Lévis, du même village qu'elle, je voulais juste participer, vous dire un petit peu mon point de vue face à tout ça, puisque je suis donc étudiante. J'ai repris mes études cette année pour faire une licence, et cela a été un peu la croix et la bannière pour obtenir des financements, puisque je ne voulais plus être dépendante de mes parents. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais il faut savoir qu'on peut se rapprocher aussi d'organismes comme la mission locale, qui m'a beaucoup accompagnée pour réaliser donc ces études. Et je voulais vous partager aussi une action qui se fait avec donc ma licence, qui s'appelle la Cordée des territoires. Une terminale et le collège de Lurcy-Lévis, tous ensemble pour partager autour justement de cette ruralité et peut-être du manque d'opportunités de faire certaines études, et pour créer aussi de l'ambition, qu'importe quelle qu'elle soit, que ce soit pour être avocat ou bien être pâtissier ou bien mécanicien sans aucun souci, mais que ces jeunes puissent se réaliser. Et on a vu de réels efforts faits de la part de chacun, notamment pour les élèves de 3e qui n'osaient pas faire certaines études par peur d'être jugée, que ce soit une jeune fille qui voulait devenir mécanicienne, elle n'osait pas faire un CAP, et ces échanges ont pu permettre, nous, avec notre recul, de la faire postuler justement dans ce qu'elle voulait, de ne pas forcément écouter ce qu'on lui disait. Je voulais juste partager cette initiative qui a été faite et que je trouve fort appréciable dans nos territoires. Merci beaucoup Estelle. Alors Salomé, le mot de la fin et une réponse à tout ça, et ensuite je reprendrai la parole parce que j'ai des choses importantes à vous dire après. Ok, je rebondis juste sur le… C'est très drôle pour moi de voir Estelle, parce que pour moi, Estelle a 4 ans à peu près. En fait, elle était dans la classe de mon petit frère. C'était l'amoureuse de mon petit frère d'ailleurs. Eh bien voilà, ça c'est important.
Ça, c'est important. Pardon, Estelle, mais vraiment. Et les cordées de la réussite, c'est un dispositif, effectivement, une politique publique qui est plus centrée sur les quartiers, les QPV jusqu'à présent, mais dès qu'on l'ouvre aux zones rurales, c'est vraiment formidable. Le confinement, d'un point de vue professionnel, le télétravail, plus, je trouve, avec des tas de limites, dans le sens où nous, on a quand même toute une partie de notre activité qui est dans les établissements et qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Donc ça, c'est non seulement compliqué, mais même assez douloureux. Mais en revanche, vis-à-vis de mon équipe de 10-12 personnes, on a très bien fonctionné comme ça, au point qu'on se dit que l'année prochaine, peut-être une fois tous les 2 ou 3 mois, on décidera qu'il y a une semaine où tout le monde est en télétravail et on l'organisera comme ça. Et quand on a confiance en son équipe et que son équipe est incroyable, c'est vraiment son problème. Et puis, d'un point de vue personnel, j'avais opéré depuis quelques années déjà, y compris dans des contextes de rapports, d'enjeux médicaux, de difficultés diverses et variées, un rapport au temps un peu différent, au temps qui passe. Et force est de constater que le confinement apprend sans doute ça aussi, peut-être une patience un peu différente ou une impatience un peu différente. Des journées qui n'ont pas exactement la même densité, parfois c'est bien, parfois c'est mal. Et de fait, nous, on va rester encore en télétravail quelques semaines. Et peut-être un côté aussi social un peu moins dense, même si on passe beaucoup de temps au téléphone et en visio. Mais j'ai trouvé ça pas mal de me retrouver seule face à moi-même dans certains cas. Merci infiniment, Salomé. La tradition, c'est qu'on applaudit à chaque fois à la fin. Donc, merci beaucoup pour ton intervention qui a suscité du débat, comme chaque intervention. Donc, ça veut dire que ça mouline, c'est fort intéressant. Alors, 2 choses à vous dire avant de vous quitter et de vous souhaiter une bonne semaine avant mercredi prochain. D'abord, la semaine prochaine, nous ferons la même visio à 14h30 avec Sébastien Cotte, qui s'occupe de Ruralytique. Et on parlera de la notion de smart village. Et donc, ça risque d'être haut en couleur aussi avec un temps qui va organiser fin août dans le Cantal. Sébastien était avec nous tout à l'heure. Je crois qu'il est reparti. Mais en tous les cas, il interviendra la semaine prochaine. Et puis, dans 15 jours, je vous donne déjà ce rendez-vous parce qu'il est important. On se retrouvera. Ça sera le dernier débat connecté sous cette forme. Donc, je vous invite à y venir nombreux. On fera une discussion autour de qu'est-ce qu'on va faire ensemble. On va parler un peu d'Insight ou d'Insight pour ceux qui préfèrent. Les 2 sont possibles. On va vous parler un peu de ce qu'on met en place, mais surtout, on va rouvrir une nouvelle période ensemble. On vous annoncera tout ça. Peut-être un concept un peu de café de campagne qui se réunira un petit peu moins souvent, mais qui aura un long temps de préparation. Et il y aura des surprises. Parce que Insight, on aime bien se faire des surprises. Donc, n'hésitez pas, on aura l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine et peut-être des personnalités qui viendront nous faire un petit coucou dans ce dernier débat connecté sous cette forme-là. J'aimerais vous remercier très chaleureusement. Parlez-en autour de vous. On est de plus en plus nombreux, donc c'est bien. J'aimerais saluer mon ami Yves Gupfer. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Ça m'a fait plaisir et je suis au cœur de te voir. J'espère qu'on se verra très vite. Tu es le bienvenu dans le Gers. En tous les cas, faites attention à vous. La ruralité est au centre. La ruralité est le territoire qu'il faut développer et surtout jamais dans une opposition des territoires les uns contre les autres, mais bien dans un rééquilibrage des territoires. C'est aussi toute la démarche que nous avons à Insight et à Bleu Blanc Zèbre, bien entendu. Merci à vous tous et à mercredi prochain en pleine forme et de plus en plus nombreux. Merci à toi, Salomé, et à très très vite. Au revoir.